Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et vous le savez, nous sommes jeudi et le jeudi nous parlons anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, le professeur Nusere Kalala Omotunde. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 4 février 2021 et voici les titres de ce journal. Ah non, finalement on va squeezer les titres puisqu'on va manquer de temps ce soir et on part directement sur la circulation qui était très perturbée à Jarry aujourd'hui et pour cause, une portion de route s'est affaissée laissant place à un énorme trou dans le rond-point du boulevard de la Pointe-Jarry. Le reportage. On a été informé ce matin d'une problématique, donc on vient d'arriver sur place. On suppose qu'il s'agit de la rupture d'une canalisation, d'une importante canalisation d'eau usée qui dessert le secteur de Jarry et de Pointe-à-Pitre. Et donc on prend la mesure des choses, on est en phase d'évaluation par rapport aux dégâts et par rapport aussi à ce qu'on va programmer en termes de réparation. On va plutôt parler de jour. Voilà. Donc on regarde avec Route de Guadeloupe quelles dispositions on prend pour permettre quand même une circulation de manière provisoire et ensuite on reviendra de toute manière vers les usagers pour savoir exactement combien de temps ça va prendre et quelles seront les incidences. Voilà. Merci, c'est juste ça. Zone industrielle de Jarry qui risque d'être fortement embouteillée ces prochains jours. Et suite aux fortes pluies d'hier sur le massif montagneux de la Basse-Terre, de nombreuses rivières étaient en crue. Une montée des eaux soudaine qui a surpris de nombreux marcheurs et touristes présents sur les lieux. 3 d'entre eux étaient encore portés disparus ce matin. Une femme à Capesterre-Belle au niveau des chutes d'Urcarbé et une petite fille et un homme de 70 ans à Petit-Bourg au saut de la Lézarde. D'importants moyens matériels et humains ont été déployés pour affiner les recherches et tenter de les retrouver. Les randonneurs du département ont également mis leur connaissance du terrain à disposition. Le reportage d'Olivier Félix. Actuellement, donc, nous sommes sur place à Diane avec donc, le dispositif qui a été mobilisé donc, avec les casernes donc, des Abîmes, de Petit-Bourg, de Capesterre et de Basse-Terre pour qu'on puisse participer à la recherche en fait, donc, des 2 victimes disparues. Alors, donc, nous aurons donc, de part et d'autre en fait, des rives des équipiers accompagnés donc, des équipes SINO et des équipes SAV. Donc, des équipes donc, qui partiront dans le sens ascendant et également dans le sens descendant. L'accès est quand même très, très particulier, c'est assez compliqué, il y a pas mal de végétation, la rivière est en crue. Donc nous allons essayer de faire de notre possible justement pour pouvoir essayer de parcourir les 2 berges avec donc, la meilleure reconnaissance possible. Il y a une équipe de gendarmerie en fait avec un canot de sauvetage aussi donc, qui va remonter donc, de l'embouchure jusqu'au niveau en fait, du gué. L'hélicoptère également donc, de la sécurité civile qui sera mobilisé sur l'opération avec aussi des équipes de drones en fait, du 10 971. Toi les recherches n'ont rien donné, c'est vrai que là le temps était pas favorable donc du coup le préfet a décidé donc, de stopper en fait, la mission à partir d'une certaine heure et pour reprendre ce matin en fait dès 6h15. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir ici à la Lézarde, c'est pareil au chute du Carbet, les colonnes de secours sont montées, on a plusieurs groupes qui sont en action avec des pompiers et des gendarmes et puis là j'étais avec l'association des randonneurs d'ici et qui nous disaient qu'ils avaient prêté main forte parce que ce sont malheureusement des conditions qu'ils connaissent et donc ils connaissent très bien la région, donc ils guident les gendarmes et les pompiers. On a réussi avec le temps qui se lève un petit peu à mettre les hélicoptères en l'air, donc c'est très bien parce que ça va nous aider dans les recherches. Il y a des drones aussi qui sont prêts à partir. Voilà, on met vraiment toutes les équipes et tous les moyens qu'on peut avoir pour essayer de retrouver ces trois personnes qui ont disparu depuis hier soir. Météo France ne nous avait pas annoncé de vigilance particulière parce que ce sont des pluies qui se sont concentrées vraiment à des endroits très précis sur le massif et qui ont déversé. Voilà, il y a eu 3 ou 4 endroits dans lesquels les rivières ont monté d'un coup. Maintenant, il faudra voir où étaient les promeneurs aussi parce qu'il faut que, vous savez, quand on se promène, on ne va pas être juste à proximité des cours d'eau.
Un énorme dispositif de recherche qui permettra de retrouver la randonneuse de Capesterre-Belle-Eau saine et sauve, ce qui n'est pas le cas des disparus de Petit-Bourg. Après quelques heures à passer la zone au peigne fin, le corps de la fillette de 6 ans a été finalement retrouvé sans vie. Et pour l'instant, il cherche encore cet homme de 70 ans également emporté par les flots. Le reportage. Oui, effectivement, je vous confirme que le corps de la fillette a été découvert il y a quelques minutes maintenant et qu'elle a été effectivement retrouvée sans vie. D'accord. D'autres recherches en cours ? Oui, puisque les services de secours et la gendarmerie sont toujours à la recherche du corps d'un homme âgé de 70 ans qui n'a toujours pas été retrouvé à cette heure. Alors on va, par acquis de conscience, on va ouvrir une enquête en recherche des causes de la mort. Le principe, c'est juste de vérifier, de confirmer l'hypothèse qui apparaît d'ores et déjà, à savoir qu'une vague a emporté ces deux personnes, en tout cas l'enfant qui a été retrouvé. Mais tout ça, ça demande à être bien sûr vérifié dans le cadre d'une procédure qui va être, je pense, rapide. Mais comment expliquer que les gens se retrouvent là alors qu'il y a un arrêté qui indique que l'accès est interdit ? Je crois savoir que c'est une habitude qui existe depuis longtemps sur ce site. Donc effectivement, ça se pose la question aussi de la responsabilité des gens qui bravent un interdit qui est affiché de façon apparemment très claire et évidente. Et pourtant des personnes qui malgré tout descendent sur un site qui est réputé pour être dangereux, certes très beau mais très dangereux. Et notez qu'actuellement, les recherches sont suspendues et reprendront normalement demain matin pour tenter de retrouver cet homme de 70 ans qui, je vous le disais, a été emporté par les flots au saut de la Lézarde. Et nous sommes au commencement de la saison du melon et après une année 2020 très compliquée entre sécheresse et problèmes de transport à cause du Covid-19, les professionnels du secteur espèrent redresser la barre, une volonté partagée par la préfecture qui leur a rendu visite ce matin. Le reportage. Je suis venu ici parce que la filière du melon en Guadeloupe est une filière d'excellence qui doit être préservée, qui doit être aidée et qui doit être soutenue quand elle est en difficulté. Ce qui s'est passé en 2020, on le sait, il y a eu la sécheresse et puis ensuite les difficultés d'exportation puisqu'on a eu un nombre d'avions qui était limité. Donc là je suis venu ici symboliquement début février puisque c'est le début de la saison du melon. Les premiers melons sont produits, ils arrivent ici à la station, ils sont triés, ils commencent à être exportés. Donc c'est important qu'en amont, puisque là la phase de récolte va monter en puissance, que je puisse travailler avec les meloniers sur deux sujets. Premièrement, voir cette année éviter qu'on ait les difficultés de l'an dernier en termes d'export, c'est-à-dire notamment de pouvoir anticiper avec eux et peut-être avec les compagnies aériennes si c'est nécessaire, des plans de charge pour que les melons puissent être exportés s'ils sont en qualité comme l'an dernier. Et puis le deuxième sujet, c'est de travailler avec eux sur des possibilités d'investissement. Je voudrais qu'ils portent des projets que nous puissions soutenir dans le cadre du plan de relance. C'est important puisque c'est une filière qui est importante pour la Guadeloupe et au titre de France Relance, on a des possibilités d'aide aux investissements, au soutien à l'investissement qui existe. Il faut qu'on puisse travailler avec les meloniers pour qu'ils présentent des projets qui soient acceptés dans ce sens. Le préfet, comme il ne connaissait pas notre activité parce qu'il est nouveau, donc c'était pour présenter une activité qui a plus d'une trentaine d'années et qui est dans l'histoire de la Guadeloupe. Donc qu'il puisse connaître et puis puisse comprendre nos difficultés et nos attentes concernant notre activité qui c'est la production de melon pour l'exportation qui risque d'être gravement touchée par le problème de manque des avions suite aux mesures de sûreté qui a été prises face au Covid. Les difficultés qu'on risque de rencontrer, c'est les difficultés de trouver des avions pour acheminer les melons dans les temps vers le centre de commercialisation sur la France. Pour l'instant, l'agriculture, elle est ici en Guadeloupe. C'est une valeur importante du territoire, c'est une valeur importante en termes de production, c'est une valeur importante évidemment pour les gens qui travaillent la terre. En revanche, on voit bien qu'on est ici dans des zones de transition obligatoire. Il y a besoin de réfléchir vraiment à l'évolution de cette agriculture et à la transition de cette agriculture pour qu'on puisse réinvestir plus des cultures qui permettront de nourrir ici en Guadeloupe et d'arriver à une forme d'autonomisation de l'alimentation guadeloupéenne. On n'arrivera jamais à 100%, mais qu'on puisse progresser sur cette phase-là et qu'on puisse travailler sur des évolutions des filières. Je pense à la filière canne et à la filière sucre, sur lequel il y a un travail important à faire de production et de débouchés.
Un reportage signé Charlie Dagonia, et pour reprendre Monsieur le Préfet, il se peut effectivement qu'on arrive à atteindre les 100%, pourquoi pas. Et culture du melon qui évoluera peut-être d'ailleurs avec les innovations agricoles. D'ailleurs au lycée agricole de Convenance à Bémao, aujourd'hui on organise un Big Agri Innov où les professionnels ont pu échanger sur leurs expériences assez particulières. Le reportage. Le but d'accueillir une telle manifestation, c'est déjà qu'en fait, au sein du lycée agricole, donc l'exploitation du lycée agricole a vocation à être mise à disposition en fait pour les élèves principalement du lycée agricole, mais aussi pour l'ensemble des partenaires dans le monde agricole. Donc principalement aujourd'hui, c'est le RITA, donc le réseau d'initiatives techniques agricoles. Et donc du coup, c'est eux qui nous ont proposé d'initier en fait une journée avec un thème. L'objectif de cette journée, c'est de présenter des pratiques agroécologiques aux agriculteurs, aux futurs agriculteurs, afin qu'ils puissent se les approprier et les mettre en place sur leurs exploitations agricoles. Donc on a ici un certain nombre de partenaires de la recherche, du développement agricole, donc qu'on peut voir sur les stands derrière nous avec une vingtaine de stands. Et on a également des démonstrations sur les parcelles, donc pour voir du matériel. Alors notre rôle aujourd'hui, c'est un peu de représenter les filières animales, parce que l'Institut technique de l'élevage est une structure qui accompagne et qui permet aux différentes filières animales de progresser dans ce qu'on appelle la RDI, donc recherche, développement, innovation, et nous sommes un organisme un peu qui fait du transfert entre la recherche et le monde économique. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'inciter les jeunes à s'installer, de donner une force en fait aux formations, que les formations sont en adéquation avec les attentes de l'agriculture guadeloupéenne. Donc les attentes de l'agriculture guadeloupéenne aujourd'hui, c'est une agriculture saine et durable. Donc c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, d'être dans la transition écologique et de fournir des produits qui sont de bonne qualité et qui permettent de développer le pays et d'augmenter notre richesse. Le thème aujourd'hui, c'est les plantes de service et de couverture, et donc du coup l'idée c'est de renouveler en fait l'opération chaque année sur différents thèmes pour en fait permettre à la population qui est intéressée en fait au sujet en fait agricole de venir découvrir en fait et d'échanger avec des techniciens, les partenaires, enfin voilà. Donc du coup nous, lycée agricole, on est vraiment en fait voué en fait à mettre notre espace à disposition, parce qu'on a déjà des productions végétales et animales, donc que l'on peut mettre à disposition pour les partenaires pour qu'ils puissent en fait expliquer ce que c'est que les plantes de service, enfin voilà. Et on part pour l'inauguration des nouveaux locaux d'Initiative Guadeloupe, qui a pour rôle d'investir sur nos entreprises locales à travers divers prêts d'honneur et le dispositif régional d'accompagnement à la création d'entreprises. Le reste en images. La région Guadeloupe se devait, et le président Chalus est présent, d'être à cette inauguration, parce que vous savez que la région en charge le développement économique, c'est de sa compétence. La région vote les schémas, mais la région a aussi le souci d'être opérationnelle et d'être à côté de tous les partenaires financiers, tous les partenaires qui peuvent accompagner nos jeunes créateurs, nos jeunes chefs d'entreprise qui aujourd'hui font le choix d'investir dans leur pays Guadeloupe. Cette inauguration, c'est les nouveaux locaux qu'on a aménagés parce qu'on avait besoin de trouver un nouveau site pour à la fois mieux accueillir les gens qui viennent nous voir, et aussi parce qu'on avait des conditions de fonctionnement qui n'étaient pas optimales. Donc aujourd'hui on a déménagé, on a réalisé nos travaux ici. C'est un message qui complète, si vous voulez, notre action habituelle, c'est-à-dire que nous sommes là pour créer de l'emploi, pour créer une entreprise, pour aider les porteurs de projets à créer, à mener à bien leur projet, leur entreprise, leur activité. Et notre rôle, c'est de travailler pour la collectivité, pour la cohésion sociale, pour la Guadeloupe. Je citais tout à l'heure quelques chiffres. On a créé depuis 2016 711 entreprises, 1417 emplois. On a investi 28 millions dans l'économie locale. C'est-à-dire qu'on est au service de la population. On est surtout au service des gens qui sont en difficulté pour qu'ils retrouvent une activité, qu'ils retrouvent la dignité par le travail. Cette
association joue un rôle extrêmement important du fait de sa proximité, parce que le jeune créateur d'emplois, il a besoin de cet échange, il a besoin d'être soutenu. C'est difficile d'investir. Et lorsqu'on voit autant de talents dans notre pays, il faut pouvoir inciter ces Guadeloupéens, et ils le font. Et je trouve ça très bien. Je trouve extrêmement important que nous puissions être à côté d'Initiative Guadeloupe, et nous continuerons de l'être puisque nous apportons aussi une aide au fonctionnement de cette structure. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Suzette Boniface qui a fêté aujourd'hui ses 100 ans. Ah oui, quand même. Et c'est une femme pleine de vie que nous avons rencontrée. Franchement, c'est incroyable. Vous allez être surpris. Le reportage. Ce n'est que du bonheur de voir ma mère arriver à cet âge-là. Elle a 100 ans, elle est bien debout, elle a toute sa tête. Je suis fière d'elle. C'est un réel plaisir de voir que Madame Maricel a 100 ans, mais sincèrement, je lui aurais donné 70 ans. Elle a tout son dynamisme, elle est alerte, elle est présente, elle a toute sa mémoire, toute sa tête. Et sincèrement, quand je vois une dame qui a 100 ans, qui a connu au moins 10 présidents de la République, qui a vécu l'époque de Saurin, qui a vu tous les événements qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe, eh bien, je crois que cette dame-là, c'est une encyclopédie vivante et qu'il faut que le supérieur puisse nous la conserver le plus longtemps possible pour qu'elle puisse au moins raconter ça à ses petits-enfants et à ses petits-enfants. Et là, il n'y a pas à manger d'autres, c'est bon manger, on va manger. Mais les nous qui manger, c'était pas yo. On a cadeau, si on trouve un petit poisson, un petit morceau mou, nous t'avons levé bête, nous t'avons mis petit bête à nous. Mais à présent, c'est un qui il pas voir, il n'en veut pas. Toujours dans le polio, en bol en moi. Ils sont dit aujourd'hui, là, j'ai polio, on dit, plus chez vous, t'es bas. On fait matelas, on fait charbon, on fait frotter juste la pointe, on fait pain. Amarrer canne, enlever poule, enlever cabrit, enlever cochon, enlever 9 stimoules à moi sans tout seul. Marie en partie, c'est 15 ans de c'est moi veilleux, enlever moi tout seul. Enlever les enfants, enlever les enfants à moi. Ça compte pour beaucoup. Elle est très entourée et je vais vous dire mieux, le samedi soir, chez elle, c'est le bar à soupe. Nous sommes tous réunis tous les samedis, les frères et sœurs, le plus souvent nous sommes tous là à prendre la soupe le samedi soir avec elle. Quand j'ouvre, elle a déjà quitté chez elle. Elle fait un petit tour jusqu'à, disons, à 1 km. Donc 1 km à l'aller, 1 km au retour. Et après, écoutez bien comment elle arrive. Elle me fait « Capoter ma moins ». Et je vous assure, c'est pas pour tout ce qu'elle achète, mais il y a toujours des bananes et de l'amour. C'est pas tous les jours d'avoir 100 ans, et lorsqu'on a affaire avec un de 100 ans, c'est important de pouvoir célébrer cette personne-là, mais surtout encourager ceux et celles qui sont autour d'elle à profiter de son expérience. Ce sont des gens qui ont vécu une situation pas facile pour élever leurs enfants et qui malgré tout leur ont donné une très très bonne éducation. Il faut absolument qu'ils soient encadrés, qu'ils soient entourés. Et au conseil départemental, on se donne les moyens pour pouvoir les accompagner. Et vous aurez compris que le secret de la longévité se trouve dans les bananes et la morue, visiblement. Et maintenant, je reçois Madame Félicité Dessias, qui est présidente de la mission Cinéma Caraïbes. Elle est en compagnie de Caroline Bourgine, qui elle est chargée de mission. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, dites-nous, comment va se passer la saison Africa 2020-2021 ? On sait qu'il y a eu des petits couacs pour l'année dernière, forcément, avec le Covid. Est-ce que cette année, vous revenez encore plus fort ? Alors justement, effectivement, la saison Africa 2020 devait se faire l'année dernière, de juillet à décembre. Mais vous savez, avec le Covid qui s'est imposé, ça a été reporté de décembre 2020 à juillet 2021.
Et nous avons été labellisés par l'Institut français parce que c'est une manifestation nationale qui permet de mieux connaître l'Afrique. Et notre association, d'ailleurs, nous avons répondu positivement à cette demande de participation parce que le mot d'ordre, c'est mieux faire connaître l'Afrique, comprendre l'Afrique, mais d'un point de vue africain. Parce que ceux qui ont préparé cette saison, sont des experts africains. Et la commissaire générale s'appelle Ngone Fall, mon chargé de mission, dira quelques mots dessus. Voilà. Alors, dites-nous tout. Oui, Ngone Fall, c'est une personnalité assez exceptionnelle. C'est une Sénégalaise qui a donc été nommée comme commissaire pour cette année Africa 2020-2021. Alors, avec une approche très contemporaine de l'Afrique et à travers son urbanisme, mais aussi à travers son cinéma. C'est pour ça que nous sommes très heureux de savoir qu'elle va venir en Guadeloupe. On l'espère bien dans la deuxième moitié du mois de mai, avec des invités surprises et non des moindres. Donc on ne peut pas trop vous dire parce que la Covid nous joue des tours tout le temps. Clairement, donc on ne va pas prendre le risque de dire des noms qui ne seraient pas là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant tous ces mois, sous l'autorité de Félix, je parle, il y a 7 pays africains qui vont donc être représentés à travers du cinéma, fiction et documentaire. Parmi ces 7 pays... Est-ce qu'on a le Nigeria? Non. Non? Perdu. perdu. Non, on n'a pas le Nigeria. Il y a de grosses productions, on m'a dit qu'il y a de très grosses productions au Nigeria. Hollywood, mais d'autres choses, peut-être justement un peu moins accessibles, mais tout aussi intéressantes. On aura un documentaire sur l'Éthiopie. Le Rwanda, comme je le disais, va être en force avec des films de très haute qualité, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal. Qu'est-ce qu'on oublie? Le Congo. Et le Cameroun. Et le Cameroun, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a beaucoup on prétend justement ressortir camerounais en Guadeloupe. On prétend justement que le cinéma africain serait peut-être en passe de doubler le cinéma indien. Pour l'instant, on a toujours les États-Unis en premier. Après, on a le cinéma indien. On a les Chinois aussi qui commencent à se réveiller. Mais apparemment, le cinéma africain est dans les starting blocks. Surtout le cinéma nigérien. Nigérien et sud-africain. Voilà. Sud-africain? C'est vraiment Nollywood est en passe de devenir le deuxième producteur de films au monde. Carrément. C'est l'Inde qui est le premier. L'Inde est déjà passé premier? Oui, l'Inde est le premier. Enfin, ils tournent dans un même studio, ils tournent 4 films. Comme ici, on ferait 4 films dans votre studio, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est aussi des productions à la chaîne, beaucoup de séries. On sait qu'aujourd'hui, on en est tous très consommateurs et consommatrices. Exact. Donc, effectivement, là-dessus, on va aussi certainement avoir des petits causés, comme on dit, ou des grands causés ici. Donc, le point d'orgue, c'est le mois de mai. Et puis, tout au long... Alors, et l'ouverture, c'est samedi. Dès ce samedi? Alors, dès ce samedi, le 6, à la salle Robert Loison du Moule, nous allons ouvrir cette saison et par un film ivoirien. Avec un acteur martiniquais. Ah bon? Oui, qui est l'acteur principal de ce film ivoirien. Ce qui veut dire qu'on peut faire des coproductions, on peut faire des mariages entre l'Afrique et les Antilles. À terme, c'est ce que vous souhaitez? Voilà, oui. Mutualiser peut-être même l'audiovisuel, enfin la cinématographie antillaise et la cinématographie africaine. Alors du côté de l'Afrique, c'est déjà un peu, nous avons déjà commencé à travailler en ce sens-là parce que nous allons toujours au FESPACO. Et au FESPACO, nous rencontrons les producteurs, les réalisateurs, et ils sont vraiment demandeurs de travailler avec la Caraïbe, avec les Antilles. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de chez nous? Les acteurs? Bien sûr, mais aussi des réalisateurs. Ils ont déjà des acteurs, mais aussi des réalisateurs et surtout aussi de faire des voyages avec les scolaires. D'accord. Voilà. Donc des échanges un peu. Une autre partie importante de Mission Cinéma Caraïbes, c'est que dans beaucoup de lycées et de collèges, il va y avoir des projections de films, des invités qui vont aussi venir voir les enfants. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que initier l'Afrique contemporaine dans la Caraïbe, c'est aussi donner la possibilité à des jeunes de pouvoir accéder à des films qui parlent peut-être d'autre chose que des visions un peu surannées qu'on a pu avoir il y a quelques années. Et là, c'est l'Afrique contemporaine qui est là. Donc la vision de l'Afrique qui meurt de faim, l'Afrique en décrépitude, ce ne sera pas du tout ça. Et je peux vous dire que Ngone Fall, j'espère que vous aurez la chance de la recevoir, viendra vous expliquer tout ça.
Vous pouvez déjà caler la date. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle fout la pêche, vraiment, elle donne envie. Très bien. Alors Madame Cédessias, on sait que vous êtes dans le cinéma guadeloupéen depuis un certain temps. Oui. Vous avez travaillé à le développer avec le FEMI. Disons que j'ai été la fondatrice du FEMI. Ne serait-ce que ça. Ah oui, ne serait-ce que ça. De 1992 et bien jusqu'à 2018. Et vous avez accepté de passer le flambeau. Ah oui, mais moi je trouve que c'est très très bien parce que c'est une nouvelle génération, une façon de voir les choses. Donc la déléguée générale est Céline Major maintenant, avec le chargé de programmation qui est M. Guillaume Oubia, que vous avez reçu d'ailleurs. Et donc moi je serai là pour être invitée. Pour assister aux projections. Et voir le travail rendu, car le FEMI doit perdurer. Et c'est ce que nous avons dit. Et passer le flambeau, transmettre, c'est transmettre. Voilà. C'est rare. C'est assez rare parce que tous les festivals qui sont venus après sont passés un peu à l'école du FEMI. D'accord. Donc à l'école de Mme Cédessias. Mais c'est vrai que le passage de flambeau comme ça, naturellement, on n'a pas trop l'habitude en Guadeloupe. Oh, mais je pense qu'il faut le faire. On a beaucoup de batailles de pouvoir. Il faut le faire parce que le pouvoir, vous savez. D'ailleurs, le Covid nous a appris que même ceux qui sont au plus haut peuvent disparaître. Très clairement. Et vous pensez qu'on a une grosse marge de progression pour le cinéma guadeloupéen? Alors oui, je pense que... Au-delà d'offrir des décors pour des grosses productions, des choses comme ça, des vraies productions guadeloupéennes. Oui, il y a des vraies productions. Et nous avons justement, à la recherche de jeunes talents, nous avons lancé dans le cadre de la mission, parce qu'en fait la mission c'est la partie des professionnels, des professionnels du cinéma. Et donc nous avons des films d'école très prometteur avec des jeunes, et donc je pense que on aura une belle avancée. Moi j'espère qu'on fera une petite industrie. Il faut absolument que nous la fassions cette industrie. On est d'accord. Et ce serait bien que aussi, quand on parle de transmission, qu'on arrête de se faire la guerre. Moi je pense que chaque fois que je fais des choses, j'invite toujours Guadeloupe, Martinique, Guyane. Il faut penser comme ça. Ensemble, et si chacun peut apporter des finances, et ben, vous voyez que le long métrage va se faire rapidement. Parce que c'est ce qui manque à nos réalisateurs confirmés, ce sont juste des moyens. Juste des moyens. Concrètement, parce qu'on a de gros talents. Ah, ça, on sait ça. On a d'énormes talents. On a même des petites productions qui sont primées visiblement au national. On ne s'y attendait pas. Mais on devrait peut-être effectivement plus miser sur nos producteurs locaux qui sont extrêmement talentueux, de façon à ce qu'on puisse rayonner à l'international. En tout cas, vous faites un travail remarquable, et de passer le flambeau en plus, vous montrez l'exemple. Donc encore merci pour ce que vous faites pour le cinéma guadeloupéen. Merci encore. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le rendez-vous est donné donc pour l'inauguration, ce sera... Samedi 6 à Salle Robert Loison du Moule, à 20h. Avec Bruno Henry. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h30. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, nous parlerons anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Hélène Garçon, bonsoir à Jude Laventure, à El Canalillo Valentino Cardona, à Gaëtan Urbino, à Patrice Antoine. Bonsoir Colcha, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es déjà reparti en hexagone. Bonsoir à Lauralie Gervelas, à Mahat Trinity, Otep, Mahat Trinity. Bonsoir à Maîtrise Roots Vivinov, bonsoir à Marcelin Comment, à Lisa Maillet, à Johan Italique, bonsoir également à Dominique Landry. Effectivement, nous adressons nos condoléances. J'ai du mal avec cette histoire, effectivement, de cette petite fille qui a été emportée par les flots à la Lézarde. Donc forcément, effectivement, on adresse toutes nos condoléances à la famille, et surtout quand on a le récit de l'histoire, ça doit vraiment être très difficile pour les parents. Donc désolé, je vais écourter sur les bonsoirs. À tout à l'heure.